Bonjour et bienvenue sur Mystic Moon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de célébration d'union païenne, de mariage païen. Vous partagez mon expérience et vous partagez mes conseils sur ce sujet. Avant de rentrer dans le cœur de cette thématique, j'avais envie de vous expliquer dans quel contexte je publie cette vidéo, puisque je vais la partager à une date en particulier qui est en fait correspond au moment de l'intersaison entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. Ça correspond dans la roue de l'année païenne à des célébrations que l'on peut appeler comme l'Ugnasa ou encore l'Amas, et ce n'est pas par hasard et ce n'est pas sans raison. Donc sur Mystic Moon, je vous partage à chaque intersaison et à chaque saison des éléments pour pouvoir vous accompagner dans l'expérience et la magie des cycles des saisons. Et vous avez un certain nombre de vidéos et d'articles sur le sujet. Et je me suis rendu compte qu'à l'Ugnasa, j'avais des articles sur le sujet, j'avais une méditation guidée, mais j'avais pas vraiment de vidéo. Et en discutant, en fait, c'est tout simplement parce que l'Ugnasa, l'Amas, est très régulièrement célébré le 1er août. Et il se trouve que le 1er août, c'est le jour de mon mariage, de mon union. Et que donc, j'ai forcément été toujours bien occupée dans ces moments là, et je trouvais cool finalement de partager autour de ce sujet, même si c'est pas directement le sujet de l'Ugnasa ou de l'Amas, ça reste en lien. Et donc quel est le lien avec cette célébration? C'est tout simplement parce que dans l'histoire, les rites et les traditions, on va retrouver très régulièrement des unions qui sont célébrées le jour de l'Amas, l'Ugnasa, qui est aujourd'hui le 1er août le plus souvent, le célébrer à cette période du 1er août. C'est donc pas un hasard que je me suis mariée à cette date-là, et donc je trouvais hyper chouette, symbolique et cool de vous en parler de cette thématique des unions, des unions et des célébrations de mariage païen pile à cette période. Alors c'est pas parce que je vous parle de mon union et de ma célébration que j'ai fait le 1er août que on doit tous se marier le 1er août, pas du tout, mais en tout cas ça peut faire partie en fait des conseils que je peux vous donner sur le fait de choisir la date de sa célébration. Ça va vraiment dépendre des croyances et des pratiques de chacun, mais très souvent on va donner de l'importance au moment du cycle dans ces pratiques magiques, dans ces pratiques rituelles, dans ces célébrations païennes, et bah, pour moi l'union et le mariage ça en fait partie, donc ça peut en effet être un élément que vous pouvez prendre en compte pour votre célébration, votre mariage païen. Quand est-ce que je le fais? Allez voir si c'est pas suffisamment clair pour vous, allez voir ce que telle date ou en tout cas tel moment de l'année symbolise et quelles sont les énergies qui y sont associées. Par exemple, bien le 1er août ça correspond à la célébration de l'Amas et l'Ugnasa, où on est sur des thématiques comme justement l'union, l'harmonie, la récolte ou encore l'abondance. Avant de rentrer dans ces détails, reprenons au début. Désolée s'il y a des bruits de fond, mais je suis lancée, alors je tourne malgré tout. Avant de rentrer dans ces détails particuliers, je pense qu'il est important d'abord de se poser la question de est-ce que je veux réellement un mariage et une célébration païenne, ou est-ce que je suis plutôt dans une démarche de célébration civile, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc quand je parle d'union et de mariage célébration païenne, il s'agit quoi? Il s'agit en fait de présenter l'union de deux ou de plusieurs personnes ensemble, marquant en fait un engagement que l'on va exprimer, d'être ensemble et d'être reliés par un sentiment d'amour. Et donc c'est de présenter cette union aux forces auxquelles on croit, et de demander à ce que cette union soit bénie et consacrée par les forces auxquelles on croit. Donc ce n'est pas du tout un acte anodin, il ne s'agit pas d'une petite fête sympathique entre amis où on va juste se faire un petit truc divertissant et esthétique. Il s'agit d'un réel en fait engagement de soi vis-à-vis de là où les personnes et des forces que l'on invite à consacrer et bénir cette union. Donc c'est pas neutre. Pour autant ça ne veut pas dire que c'est une union comme on peut l'imaginer dans d'autres religions de type religion monothéiste.
Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une union qui doit rester jusqu'à ce que la mort nous sépare. Okay, pour autant, à ce niveau-là, ça va vraiment dépendre des rites, des traditions et des cultures et de ce qui a du sens pour vous et de ce en quoi vous croyez. Moi par exemple, la condition de notre union était jusqu'à temps que l'on ne sache plus se rendre heureux l'un et l'autre. Donc c'était pas jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'était jusqu'à temps qu'on ne trouve plus le moyen, on ne trouve plus la possibilité d'être heureux ensemble. Ben, ça c'est une condition pour notre séparation. Donc voilà, c'est pas parce que c'est sérieux et important que pour autant on doit reprendre forcément des codes qui ne sont pas forcément des codes du paganisme, comme par exemple jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est-à-dire que les conditions de votre union, vous devez les choisir en fonction de vos croyances, de vos traditions et en fonction de ce que vous avez envie. C'est-à-dire que je pense que c'est tout l'intérêt aussi du paganisme, c'est que si on retrouve beaucoup de rites, de principes, on peut parler aussi de valeurs et de règles, c'est aussi une religion qui est vivante, qui est évolutive et qui s'adapte au contexte des personnes et à l'époque dans laquelle on vit. C'était important quand même de rappeler qu'est-ce que c'était qu'un mariage et une union païenne avant de pouvoir poursuivre et aussi de faire la différence entre un mariage païen et un mariage civil parce que ça n'a rien à voir. Un mariage païen c'est quand on a une croyance, une religion païenne, alors qu'un mariage civil c'est quand on n'a aucune croyance mais que l'on souhaite quand même passer un bon moment et célébrer l'amour de la personne avec qui on est en train de s'unir. Je m'explique. Très souvent quand on va se marier, quand on recherche une union légale aux yeux de l'État, on va donc passer par la mairie pour se marier. Et puis ensuite, il y a très souvent le moment de fête et de partage et qui va potentiellement impliquer une cérémonie plus personnelle, plus personnalisée. On va avoir du coup très souvent des mariages qui vont se faire à l'église pour les catholiques et puis pour les personnes qui ne sont pas croyantes d'une religion organisée et monothéiste, eh bien se pose la question de si j'ai envie de faire cette célébration ailleurs qu'à la mairie, ou d'ailleurs si j'ai envie juste de faire ce type de célébration parce que je ne suis pas forcément dans la recherche d'une union légale, eh bien qu'est-ce que je peux faire? Et parfois, malgré qu'on ne soit pas païen ou païenne, on va potentiellement se diriger vers une esthétique païenne, vers des rites païens, parce que ça nous paraît esthétique et divertissant et sympathique sans y associer une croyance particulière. Et c'est un choix que chacun fait ce qu'il veut, mais sachez que ça peut vraiment être considéré comme un manque de respect par rapport aux personnes qui croient et qui pratiquent la religion, une des religions païennes. Donc le paganisme c'est extrêmement large, c'est-à-dire que les rites païens correspondent à des traditions particulières, des cultures particulières qui sont reliées du coup à des régions géographiques ou à des époques et donc il n'y a pas une religion païenne, ça n'existe pas. Une religion païenne est forcément associée en fait à une tradition particulière, à des cultures particulières, et donc il y a énormément de pratiques païennes différentes. Et quand on va aller récupérer un rite particulier d'une pratique païenne particulière, alors qu'on ne la connaît pas et qu'on n'y croit pas, ça peut être vécu comme un manque de respect et de la récupération pour les personnes qui ont ces pratiques-là et qui ont ces croyances-là. Donc si vous n'êtes pas païen, païenne et que c'est pas du tout quelque chose en quoi vous croyez que vous tombez sur cette vidéo par hasard, je vous invite plutôt à vous diriger vers une union civile qui peuvent se passer en dehors de la mairie. Donc on va plutôt appeler ça une union civile, et donc vous pouvez y faire quand même des choses hyper sympas, hyper divertissantes et esthétiques sans reprendre des codes de rites païens. Il existe des personnes qui vous proposent des services de ce type-là. Il existe aussi sur internet énormément d'exemples possibles pour reconstruire votre célébration, avec des symboles qui eux vont être des symboles universels, qui vont pas être des symboles reliés à des rites païens. Je sais pas, par exemple une représentation du temps qui passe avec un sablier, la représentation de l'union, de la liberté dans l'union avec des colombes. Voilà, ce sont des symboles qui sont vraiment portés de manière aujourd'hui universelle et qui sont pas propres à une tradition ou à une religion. Donc voilà, c'était le petit aparté mais qui me semblait important parce que c'est vrai que très souvent on va retrouver des célébrations et des mariages qui s'inscrivent
s'inspirent de rites païens, mais qui ne sont pas pratiqués par des personnes qui ont ces croyances-là, et ça n'a pas forcément de sens du coup. Donc pour moi, le premier truc à se poser comme question, c'est est-ce que je suis païen, païenne, et du coup, quelles sont mes croyances, et donc est-ce que ça a du sens ou non que je crée et que je fasse une célébration d'union païenne. Et puis ensuite, il va falloir déterminer un petit peu plus précisément de quelles sont mes croyances païennes et comment du coup mon union va permettre de faire vivre cette croyance à travers cette union, et que cette croyance va permettre aussi de célébrer cette union et de la faire vibrer, si je peux dire. Comme je disais, il y a plein de formes de paganisme différents, et donc je pense que si vous êtes païen, païenne, vous savez de quoi. Mais parfois ça peut être pas si précis que ça, et ça peut être un petit peu flou. Donc sachez qu'en paganisme, il y a énormément de types d'approches, et que ça peut être des approches vraiment construites autour d'une tradition en particulier, par exemple plutôt une tradition grecque ou une tradition celte ou une tradition nordique, avec par exemple un panthéon avec des divinités, où là du coup c'est des choses que l'on va prendre en compte. Et c'est également au sein de ces traditions, on va retrouver très souvent des rites justement de célébration et d'union que l'on peut retrouver dans certains écrits, et ce qui vous permettra aussi d'avoir une belle source d'inspiration et d'être au plus proche de votre croyance et de votre pratique. Mais on peut être aussi païen sans être rattaché à une tradition aussi construite et aussi déterminée par des rites ancestraux et anciens, et que ça peut être tout simplement cette croyance dans la toute-puissance de la nature, où on va plutôt aller célébrer les saisons, la lune et les éléments, la nature autour de soi, ce que fait aussi n'importe quel païen en soi, mais pas forcément rattaché à des rites et des traditions particulières d'une culture en particulier, avec un panthéon, avec des rites, etc. Donc ça aussi, ça peut être important de voir où est-ce que vous vous situez en fait dans votre croyance, et quels sont les potentiels rites qui sont associés ou pas, dans le cas plutôt d'un sentiment de reliance à un grand tout, à la nature et au cycle, sans forcément que ce soit construit et élaboré autour d'une tradition. Pour ma part, même si j'ai des croyances et que je suis organisée autour de rites et de traditions particulières, le jour de mon union, j'ai fait le choix de faire quelque chose de beaucoup plus large, puisque c'était pas en petit comité, et donc ça aussi, ça va beaucoup déterminer le type d'union que vous allez faire. C'est-à-dire que, est-ce que vous faites ça dans votre coin, entre personnes croyantes, pratiquantes, ou en tout cas entre personnes qui sont complètement ouverts à ce sujet et en accord avec ça, et avec qui ça posera aucun souci, ou est-ce que vous vous retrouvez avec toute la famille, tous les potes, tous les amis qui sont pas forcément au courant, qui comprennent pas forcément, et où finalement ça va plus plomber l'ambiance qu'autre chose de faire ce type de rite, ou en tout cas de pas le prendre en compte, et peut-être de voir comment vous pouvez adapter pour que tout le monde se sente bien, parce que on se marie pour soi, mais si on invite d'autres personnes, c'est que on a envie de partager ce moment avec ces personnes-là. Donc le but, c'est que ce partage se passe au mieux. Ça me paraît assez essentiel. Du coup, si vous décidez de faire en petit comité qu'avec des personnes avec qui c'est en conscience et c'est clair, ça va forcément vous simplifier le job, parce que vous allez vraiment pouvoir faire exactement ce qui fait du sens pour vous et ce qui correspond peut-être à des rites très particuliers de vos traditions. Si à l'inverse, vous êtes comme moi, vous avez choisi de dire j'ai toute la famille, tous les potes, comment on fait, il y a moyen, je pense, de faire quelque chose qui va être de l'ordre de la concession, et c'est pas forcément acceptable pour tout le monde. Il y a des personnes qui n'auront pas envie de faire concession, et c'est complètement normal, mais il y a des personnes aussi qui sont complètement prêtes à faire ces concessions pour pouvoir quand même le partager avec le plus de personnes possible de leur entourage. Il est possible aussi peut-être de la faire en 2 temps. Moi, avec le recul, je regrette pas du tout d'avoir fait ce que j'ai fait, parce que ça m'a vraiment permis de le vivre avec ma famille et mes amis, et je regrette pas du tout. Mais j'ai ressenti le besoin de refaire en fait par la suite une célébration qui nous ressemblait plus, parce que qui permettait d'aller beaucoup plus loin dans le rite. Et il faut savoir que je me suis mariée le 1er août 2015, et que du coup le 1er août 2020, j'avais pour forte envie de refaire une union, une célébration avec une amie qui devait venir pour pouvoir faire la célébration, parce que on partageait des croyances, etc. Donc c'était vraiment en tout petit groupe de juste 3 personnes. Et finalement, avec la pandémie, ça n'a pas pu se faire, et donc ça a été annulé. Mais
voilà, j'ai espoir quand même de pouvoir le refaire. Ça m'a pris quand même du temps de me dire, en fait j'ai envie de plus que ce que j'ai fait. Mais encore une fois, je regrette pas du tout ce que j'ai fait, et ça peut être aussi un démarrage pour les personnes qui ont très envie de faire ça dans leurs croyances, mais qui se sentent pas suffisamment à l'aise pour se dire allez, on va faire tout un rite complexe qui va faire appel à des traditions particulières. Voilà, donc peut-être que ce que je vais pouvoir vous partager aujourd'hui va vous aider à mettre quand même en place quelque chose. Si du coup vous êtes dans le même mode que j'ai été et que c'est un petit peu compliqué de dire aux autres on va faire un mariage païen. Et moi j'étais encore à une période de ma vie où c'était pas du tout quelque chose que je partageais avec mon entourage de manière libérée, et puis c'était pas forcément quelque chose qui était encore complètement conscientisé dans le sens construit. Et c'est très difficile d'en parler aux autres quand pour soi-même on est encore dans le mode de recherche et de compréhension de sa pratique. Et c'est là où c'est compliqué. Je dis toujours d'ailleurs aux personnes qui ont besoin d'aide pour comment j'en parle à mon entourage, est-ce que déjà tu es capable de t'en parler à toi et d'en parler à des personnes avec qui c'est clair, parce que c'est déjà ça, tu n'y arrives pas. C'est vrai que c'est difficile d'en parler à des gens qui connaissent pas, qui comprennent pas et qui peuvent en plus avoir des a priori négatifs. Donc là bon, c'est un peu complexe. Donc nous, on a eu la chance en fait de choisir une thématique qui permettait d'inclure très facilement ce petit rite qui n'était pas forcément vu du coup comme un rite païen. C'était un mariage avec la thématique médiévale. Tout simplement parce que mon mari comme moi-même, nous sommes passionnés de cette période médiévale. On a toujours été dans des conventions médiévales avec des costumes médiévaux, etc. C'est quelque chose qui nous a toujours plu, et donc c'était hyper facile de dire à la famille on fait un mariage médiéval avec du coup des habits, des vêtements, costumes pour certains. Du coup ça va être considéré comme normal quoi. C'était prévu dans le thème, je pense. Donc ce serait peut-être de vous trouver un thème qui vous permet d'inclure très facilement les codes du rite que vous avez envie de faire, sans forcément aller y mettre des étiquettes qui poseraient beaucoup de questions et qui feraient que ça serait un petit peu compliqué. Et puis ensuite dans l'aspect cérémonie en elle-même, au-delà de choisir la date comme je vous disais et de choisir le rite, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai fait pour vous aider à le concrétiser et le réaliser. Ça va être aussi de voir qui est inclus dedans. Est-ce que du coup qui va faire en fait la cérémonie, parce que on peut pas la faire pour soi-même. Je veux dire, on est en train de vivre la chose, on est en train de recevoir, donner et recevoir en même temps dans ce type de célébration. Je pense que c'est un petit peu compliqué. Donc pour moi, c'est un aussi des points. C'est une fois qu'on a un petit peu organisé tout ça, c'est qui va animer, qui va tenir la célébration, qui va faire le déroulé de la célébration. Et ça va être un point indispensable. Et il faut que ça soit une personne qui soit quand même suffisamment à l'aise avec ses pratiques et ses concepts, je pense, pour que ce soit d'autant plus intéressant. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément parfaitement, c'est-à-dire qui est intéressé, comprend, accepte, mais n'a pas forcément de pratique derrière. C'est possible aussi, je pense, c'est-à-dire que ça n'aura forcément pas la même valeur et pas la même puissance, mais ça vous permet quand même de faire votre union si vous, dans votre entourage, vous connaissez personne qui peut le faire avec cette conscience. C'est-à-dire que je suis pas en train de vous dire on fait ce qu'on veut, ça fera pareil, parce que non, c'est pas vrai. Si vous le faites pas dans les rites que vous aviez envie de faire et que si vous n'avez pas la personne qui a la conscience de ce qu'elle est en train de faire, ça va être forcément beaucoup moins puissant et beaucoup moins intéressant pour vous, c'est évident. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est ça que je veux dire, c'est que quand on n'a vraiment pas le choix, on peut trouver des adaptations. Il faut avoir conscience que ça n'aura pas le même impact, mais ça sera quand même, ça vous permettra quand même de le vivre, quoi. Il peut aussi exister des personnes qui vont pouvoir organiser et faire la célébration païenne. Alors attention à bien voir, est-ce que ça correspond à vos croyances et à vos valeurs. Dans le sens où, par exemple, si vous vous dites oh,
je ne suis pas dans une clairière druidique, j'y connais pas grand chose au druidisme à part 3 bouquins que j'ai lus sur le sujet, mais j'ai vu sur Facebook une annonce de quelqu'un qui proposait de célébrer des mariages druidiques, du coup bah nickel, je vais faire appel à cette personne. Attention parce que pour moi c'est pas vrai et pas éthique en plus, c'est-à-dire que un druide pourra célébrer un mariage druidique à des personnes qui sont au sein d'une clairière druidique, qui partagent en fait les rites druidiques avec la clairière. Donc c'est pas juste on va prendre n'importe qui trouve que c'est sympa, que c'est joli et que c'est intéressant et on leur propose ce mariage et en plus on leur fait payer pour ça. Là, je pense que c'est quand même problématique. Pareil au niveau de la Wicca, un mariage wiccan. Je ne sais pas si dans les coven wiccans c'est quelque chose qu'ils organisent et qu'ils font entre eux. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'ils vont proposer à quelqu'un qui n'est pas initié dans la Wicca et peut-être même qui ne fait pas partie du coven. Donc voilà, attention à tout ce que l'on peut trouver sur internet et qui parfois est un petit peu limite, je trouve. Moi, c'est quelque chose que j'adore, les célébrations et les mariages païens. C'est quelque chose que j'ai très envie de proposer aussi quand je serai installée dans ma nouvelle maison au nord de la Suède, mais dans des conditions vraiment très particulières, avec l'idée plutôt d'être en accord avec des forces de la nature, des puissances de la nature comme les éléments et les astres comme la lune et le soleil. Mais je ne vais pas proposer par exemple de mariage païen nordique parce que déjà je ne suis pas du tout suffisamment avancée et experte dans cette tradition pour proposer quoi que ce soit là-dessus, et en plus de ça je vais pas le faire à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes dans cette pratique parce que bah, ça vient finalement manquer de respect et ça vient désacraliser ce moment qui doit être sacré. Donc voilà, pensez toujours à ce que c'est pas juste pour faire joli, que l'idée c'est quand même d'y mettre du sens et de la puissance et que pour ça il faut le faire avec les bonnes personnes. Donc à la limite je préfère que vous preniez, enfin de mon avis je préfère que vous ayez quelqu'un qui s'y connaît pas trop, avec qui vous allez du coup l'accompagner et co-organiser le rite et la célébration pour que ça se passe au mieux, mais c'est quelqu'un de confiance, qui vous connaît, qui vous aime et qui est prêt vraiment à s'investir pour faire quelque chose de plus juste possible pour vous, que quelqu'un que vous connaissez pas et qui potentiellement en plus est plutôt du côté du charlatanisme que de l'ésotérisme. Donc une fois que vous avez trouvé la bonne personne, et je vous le souhaite de tout cœur, ça va être ensuite de savoir quels sont les rites que l'on va créer. Comme je vous disais, si vous faites partie d'une tradition en particulier, il faut vraiment vous référer à cette tradition parce que pour moi c'est quand même ce qui va avoir le plus de sens et le plus de puissance pour vous. Renseignez-vous, c'est pas les mêmes rites dans toutes les traditions, dans toutes les cultures. Si par contre vous n'êtes pas dans une tradition en particulier, ou si comme moi vous êtes avec toute la famille, tous les amis, où vous voulez le faire mais sans créer une incompréhension totale, vous pouvez du coup vous baser sur des principes généraux de puissance de la nature. Et donc pour ma part, j'ai fait appel aux 4 éléments pour bénir et consacrer mon union. C'est-à-dire que il y avait 4 personnes qui passait avec l'élément en question et que l'élément venait bénir, consacrer et diffuser en fait son énergie pour notre union. Donc c'est de réfléchir, ok, si les 4 éléments c'est quelque chose qui me parle et que j'ai envie d'adopter ça, c'est qu'est-ce que chaque élément peut apporter. L'élément eau, l'élément feu, l'élément terre, l'élément air, si vous partez sur ces 4 éléments. Et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Comment je vais les inviter? Comment ils vont consacrer cette union concrètement? Par exemple, pour l'air, la personne tournait autour de nous deux avec de l'encens. Voilà. C'est pas complètement fou, quoi. Je veux dire, ça va, quand on voit ça, je peux vous dire que tous les retours que l'on a eu sur notre mariage c'était hyper intéressant, ça nous a beaucoup plu, ça changeait d'habitude. Voilà, il n'y a pas eu de c'est quoi ce truc trop chelou que vous avez fait. En tout cas, si des personnes l'ont pensé, ils nous l'ont pas dit. Donc voilà, et on n'a pas senti de tension ou quoi que ce soit. Donc je trouve que si vous vous sentez relié aux éléments, et je sais que si vous me suivez, beaucoup de personnes sont plutôt dans le même type de pratique que moi et donc plutôt avec les éléments, c'est quelque chose qui peut vraiment vous correspondre et répondre à vos attentes de bénir et consacrer votre union.
Vous avez aussi la possibilité de faire appel aux astres, si c'est quelque chose qui vous parle, c'est-à-dire d'inviter la lune, le soleil. Ça peut être aussi vis-à-vis des cycles de consacrer votre union sur l'aspect du cycle, avec toujours cet aspect de vie, mort, renaissance, pour marquer peut-être les étapes potentielles que vous allez traverser dans votre union. Et ça, c'est des choses qui va, je pense, parler à tout le monde sans choquer personne, qu'on parle de l'automne, de l'hiver, de la renaissance, de la lune, du soleil, des éléments. C'est un peu particulier, mais ça, voilà, je pense que surtout de plus en plus, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont partagées et connues, pas forcément comprises, mais en tout cas, ça commence à se faire connaître. Donc il va falloir penser à la personne qui va le faire, il va falloir ensuite penser quelle source d'énergie j'appelle, donc là par exemple les éléments, ou le cycle des saisons, ou une divinité si vous faites ça dans le cadre d'un rite beaucoup plus particulier avec un panthéon en particulier. Donc il va falloir définir tout ça, et ensuite c'est comment je le matérialise et comment on l'exprime concrètement. Comme je vous le disais par exemple, pour l'élément air, c'est de l'encens et on tourne autour là pour le coup c'était 2 personnes, moi et mon mari, pour l'union. Donc c'est définir quelle source on va inviter pour consacrer et ensuite, comment on active tout ça? Comment ça prend vie dans la matière et comment ça va permettre de transformer pour que cette union soit consacrée et réponde du coup aux engagements qu'on a envie d'y mettre aussi. Donc je pense qu'en plus de ça, c'est aussi intéressant et important d'y inclure qu'est-ce qui vous engage dans cette union. Parce que pour moi, de ce que j'en comprends, une union païenne ou pas, il y a cette idée d'engagement de l'un vis-à-vis de l'autre. Ça ne veut pas dire pour autant que l'engagement doit être comme ceci ou comme cela, parce que comme je vous disais, ça dépend de beaucoup de choses, mais en tout cas, il va falloir, je pense, le définir et pouvoir aussi l'exprimer l'un vis-à-vis de l'autre. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les vœux. C'est un petit peu en fait de terminer les engagements, mais aussi finalement les conditions. Comme je vous disais, nous c'est les conditions, c'est pas jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais jusqu'à ce qu'on soit plus capable de se rendre heureux. Ça fait partie des conditions de l'union. Après, c'est vraiment adapté en fonction de comment vous voyez les choses. Je pense que c'est ça qui est quand même aussi intéressant, c'est qu'avec ce type de célébration, eh bien, on va vraiment adapter par rapport à sa croyance vis-à-vis du paganisme, mais aussi à sa croyance vis-à-vis de qu'est-ce que c'est qu'une union, qu'est-ce que c'est qu'un couple et comment on a envie de le vivre. Donc ça peut être aussi un réel moment très fort et puissant de réflexion en amont avec là où les personnes avec qui vous allez vous unir. De ça va ensuite en découler à quoi ça va ressembler concrètement. Et ça vient toujours à la fin, pour moi, comme n'importe quel rituel, n'importe quelle célébration, n'importe quel rite, ça arrive à la fin. C'est-à-dire qu'on se dit pas avant, ah bah alors moi j'aimerais bien porter telle couleur, j'aimerais bien qu'il y ait tel objet, tel outil magique dans ma célébration, tel symbole païen dans ma célébration. Je pense que du coup c'est aller à l'inverse de ce qui ferait du sens. C'est d'abord définir qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire, comment je vais le faire, et puis ensuite de vous dire qu'est-ce qui va permettre de soutenir ça, de lui donner du sens, de la puissance. Et bien ça va être tel symbole, ça va être telle couleur, etc. etc. Et ça pour moi c'est très important de partir de ce sens-là plutôt que dans l'autre. Moi par exemple je suis partie sur 3 couleurs qui avaient du sens pour moi et j'ai choisi 3 couleurs pour l'idée de la Trinité. Pour notre part on a célébré notre union en bleu, voilà, et les 2 autres couleurs c'était le vert et l'orange. Et je vais pas aller dans le détail de qu'est-ce que veut dire chacune de ces couleurs pour nous, parce qu'en plus vous pouvez trouver sur internet des définitions, des correspondances de couleurs, mais en soi, ça dépend encore une fois des rites, des cultures, des traditions, des époques, et puis aussi de ce que ça fait écho ou pas en soi. Donc je pense que c'est important que vous puissiez soit reprendre des correspondances, des symboles, des outils qui correspondent à votre tradition spécifique, soit bien d'adapter, de créer ces correspondances en fonction de ce qui vous appelle le plus. Par exemple, si j'étais dans une idée de tradition nordique, on va beaucoup utiliser pour consacrer et bénir le Mjolnir, le marteau de Thor, ou encore la corne à boire. C'est pas du tout ce qu'on va retrouver dans d'autres pratiques et traditions. On va plutôt retrouver un calice par exemple. Donc si vous voulez, les outils et les symboles, ils ont du sens. Et c'est un égrégore qui va venir nourrir et donner de la force à votre rituel. Donc c'est hyper important, mais ça c'est dans le cadre de n'importe
n'importe quel rituel, de pas choisir des outils parce qu'ils ont l'air sympathiques, mais parce que ils ont une fonction spécifique dans le rituel et la célébration, qu'ils vont être utilisés d'une telle ou telle manière et que ça veut dire telle ou telle chose. Que ce soit les outils, que ce soit les couleurs, que ce soit même peut-être la musique qui va vous accompagner. Vraiment, à partir en fait de tout ce que je vous ai dit en amont, ça va vous permettre de définir beaucoup plus facilement ces éléments-là. Donc il n'y a pas un mariage et une célébration païenne, puisque ça va dépendre des traditions et des croyances, mais aussi ça va dépendre de toute votre réflexion. C'est-à-dire que pour moi, même si on prend un mariage qui reprendrait rites et traditions nordiques, c'est-à-dire avec des étapes particulières, avec des incantations particulières et des outils particuliers, pour autant, pour moi, elle sera quand même personnalisée en fonction de la réflexion que les personnes ont pu avoir sur leur union. Et que donc c'est important toujours de repartir de ça, même si vous avez une tradition en particulier où il y a déjà un joli petit rituel qui est tout écrit, prenez quand même le temps de réfléchir à avec quelle puissance, je veux que quelle puissance unisse et consacre cette union, bénisse cette union, avec qui voilà je me sens de m'engager, parce que finalement c'est forcément un mariage à plusieurs en soi, parce que c'est ces puissances là qui vont nous unir, donc on s'unit à elles aussi quoi. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort et universel que juste ce qui se passe entre là où les personnes et moi-même quoi. C'est beaucoup plus fort et puissant que ça, je pense. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de bien réfléchir à qui est-ce qu'on appelle et pourquoi et comment on les appelle, et que c'est en fonction de ça que du coup ça va être beaucoup plus simple de définir, ah bah oui, bah du coup comme j'appelle les éléments, je vais avoir une représentation de l'eau. Pour moi l'eau, ça sera l'eau de la rivière qui coule à tel endroit parce que ça a du sens pour moi pour rapport à l'élément eau, ou par rapport à l'union avec du coup là où les personnes, parce que on a une expérience particulière avec cette eau et que ça a un sens particulier. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, pour moi c'est important que chaque étape de la consacration de la bénédiction, chaque outil que vous allez choisir apporte du sens à ce que vous faites et vient vraiment révéler toute la puissance de cette union entre vous et avec les puissances que vous appelez quoi. Et c'est ça qui va être important. Vous pouvez vraiment symboliser l'union à elle-même. Est-ce que c'est par l'échange classique d'alliances, par exemple, que l'on peut retrouver dans beaucoup de mariages, ou est-ce que vous avez envie de faire une représentation plus particulière, avec par exemple une corde qui va nouer vos mains ensemble, quelque chose en fait qui va venir symboliser concrètement en fait l'union. Pour moi c'est toujours important de ramener dans la matière pour que l'on puisse plus facilement s'accrocher à l'énergie qui est en train de se réaliser, de se produire, et puis aussi comme c'est quelque chose qu'on partage potentiellement, que ce soit compris par tout le monde, parce que ce sont les personnes que vous invitez à un mariage, ce sont les témoins de cette union, qu'elle s'est bien faite, et donc c'est important aussi qu'ils comprennent ce qui se passe. Mon autre conseil, c'est de faire simple mais efficace, c'est-à-dire plus vous allez avoir des étapes compliquées, plus déjà les gens vont potentiellement s'y perdre, mais vous aussi. Ça va dépendre aussi, je pense, de votre niveau de pratique. Si vous avez l'habitude de pratiquer en groupe, avec un public, donc avec plusieurs personnes, si vous avez l'habitude d'avoir des pratiques qui sont dans des célébrations qui peuvent durer longtemps, avec plusieurs étapes, avec plusieurs outils, ben j'ai envie de dire, faites comme vous le sentez, vous n'avez même pas besoin de regarder cette vidéo, je pense, vous savez ce que vous avez à faire. Mais si vous regardez cette vidéo, potentiellement, vous n'êtes pas forcément complètement en confiance dans votre pratique et c'est pas forcément encore clair et évident tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous voulez faire. Et que dans un rituel, pour moi, ce qui est important au-delà du pourquoi et du comment, c'est la position que l'on va avoir pendant le rituel. C'est-à-dire que c'est pas juste je fais appel à des forces au-dessus de moi et puis hop, mon union est bénie. C'est comment moi et les autres ou l'autre personne va aussi s'impliquer dans cette union. Et donc ça demande une concentration, ça demande une énergie certaine qui ne peut pas uniquement se faire par lire des textes et faire des gestes sans savoir qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc plus il y aura d'étapes et plus il y aura d'outils, plus la concentration qui va être nécessaire pour ce rite va être difficile. Donc il faut quand même que ça soit un moment, je pense, de joie, d'amour
Et c'est une célébration, on est là aussi pour faire la fête, pour fêter l'amour. Donc il faut quand même que ça respire la joie et l'amour et pas la difficulté et la complexité. Donc si pour vous les rituels c'est un petit peu compliqué, faites quelque chose de simple. Voilà, par exemple pour les 4 éléments, hop, les 4 éléments que l'on présente à l'union et que l'on passe autour des personnes. Enfin, c'est pas parce que c'est simple que ça ne vaut rien. C'est-à-dire que je préfère une union avec un rite et un rituel simple, mais du coup on est à fond dedans, on y croit, on sait ce qu'on fait, on est concentré, qu'un rituel, alors oui, qui paraît incroyable parce qu'il y a 50 000 étapes avec 50 000 outils, mais où personne n'est dedans, personne comprend, ça devient compliqué, stressant, angoissant, et bah c'est dommage quoi. Donc voilà, essayez, c'est pas parce que c'est compliqué et long que ça sera mieux. Voilà, essayez à mon avis, si vous le sentez difficilement, de faire quelque chose de simple qui vous correspond au mieux. Pensez à l'avant et à l'après. C'est-à-dire l'avant, ça va être comment je me prépare moi aussi. Comment je me prépare physiquement, comment je me prépare mentalement, comment je me prépare énergétiquement. Comme pour n'importe quel rituel, encore une fois, en fait, je suis en train de me rendre compte que tout ce que je vous raconte, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel autre type de rituel. C'est-à-dire que avant mon union, est-ce que je peux prévoir 10 minutes avant que ça commence, où je peux être isolée par exemple pour souffler, parce que quand si vous faites ça en tout petit comité, en pleine nature, au milieu de la forêt, entre vous, vous allez pouvoir mettre des choses comme ça en place pour le vivre ensemble. Quand, je sais pas si vous avez 30, 40, 50 personnes, peut-être 100 personnes à votre mariage, à votre union, vous n'allez pas dire alors 10 minutes de méditation pour tout le monde, histoire qu'on se ressente, qu'on se concentre avant de célébrer le truc. Ça peut être compliqué. Du coup, ça peut être quelque chose que vous organisez. Parce que quand on est comme ça dans, enfin moi je me rappelle, hein, dans le truc du mariage, surtout que nous on l'a fait juste après la mairie, donc t'es dans... T'as tout le monde qui arrive. Il y a mon petit chat qui vient de passer. Tu vois tout le monde. Si t'as beaucoup d'invités, tu dis bonjour à tout le monde. T'es content de revoir tout le monde. T'es dans une espèce d'euphorie. Et aussi potentiellement beaucoup de fatigue. Plein de trucs qui se passent en même temps. Et du coup te dire je vais me poser dans mon mariage, dans mon union, ça peut être compliqué. Et donc ça peut valoir le coup de se prévoir un petit temps. Moi du coup ce que j'avais fait c'est que... on avait laissé tout le monde en plan à la mairie. On avait fait les photos, on avait dit bonjour à tout le monde, blablabla, ok c'était cool. Et après vous savez les gens ils restent, ils discutent et tout. Je sais pas, mais très souvent j'imagine que les mariés restent aussi. Maintenant on s'est dit ok, non, taillot, on prend la voiture et on va directement au lieu dans lequel on va faire la célébration, qui était en haut de la montagne. Pour info, c'était magnifique. Et du coup, on est arrivé les premiers et les autres sont arrivés bien longtemps après. Je vous dirais bien 10, 15 voire 20 minutes. Et ça m'a vraiment permis le temps de me retrouver seule. De prendre le temps de me réajuster à tous les niveaux, et ça c'était vraiment important pour moi d'avoir ce petit temps de recentrage. Mais je vous invite aussi à avoir un temps bien avant, c'est-à-dire que sachez qu'en fonction des traditions et des pratiques, on peut avoir des préparations à des grosses célébrations comme ça, à des gros rituels qui peuvent durer plusieurs jours voire plusieurs semaines. On va vraiment faire un travail en profondeur avec, certes on peut avoir de la méditation, mais on peut aussi avoir par exemple des prières particulières. On peut aussi avoir, alors là, faites des travaux de purification. Et là, faites attention à faire que ce qui est bon et ok pour vous et à vérifier avec les personnes compétentes. Mais par exemple, il y a aussi des jeûnes qui vont se faire pendant plusieurs jours pour vraiment faire une purification complète avant ce type de célébration. Donc pensez à la petite préparation pour me recentrer, me concentrer juste avant le moment dit, mais pensez aussi à la préparation avant en fait. Comment je vais me présenter à cette puissance, comment on va se présenter ensemble à cette puissance, à ces forces et comment on va pouvoir leur permettre en fait par cette posture que l'on va prendre de bénir et de consacrer cette union. Et puis il y a l'après, comme je
je disais. Alors il y a le juste après et puis l'après-après. Le juste après qui est pour moi de libérer et activer les énergies, comme dans n'importe quel rituel. Et bien dans une célébration comme ça d'union païenne, ça peut être par exemple, si vous le sentez, de prévoir une ronde dans laquelle tout le monde va danser et tourner en cercle. C'est pas quelque chose qui est complètement fou si on a la place et qu'on a la possibilité autour du couple par exemple. Vous voyez que le couple, quand je dis le couple, pardon, c'est que les personnes qui s'unissent, peu importe qui, quoi, comment, les personnes qui s'unissent soient au centre par exemple et que les invités tournent autour, ils peuvent peut-être chanter et danser autour du couple pour venir activer les énergies. Et voilà, il y a plein de possibilités, il faut vraiment vous adapter aussi à votre contexte et vos possibilités. Donc si j'essaye de résumer, parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue sur ce sujet, mais c'est un sujet qui me passionne comme vous pouvez le voir, c'est de déterminer en fait c'est quoi mes croyances païennes, comment ça peut se traduire dans mon union, dans mon mariage, quelle puissance je veux inviter pour consacrer, bénir cette union, comment je vais les représenter et comment on va le faire concrètement dans la matière. Et ensuite eh bien ça va permettre de définir le pourquoi de cette union, quel engagement on va faire ensemble. Donc là c'est quelque chose à décider entre les personnes qui s'unissent. Et ensuite ça va être de comment on, comme je disais, on représente tout ça dans la matière et comment on le fait concrètement, quels sont les gestes, qu'est-ce qui va être dit, comment ça va être fait en fait concrètement, et avec ensuite détermination des outils, des correspondances qui vont permettre de donner un support, un appui et de la puissance à votre rite. Pensez du coup à la préparation, donc à l'avant, le tout de suite avant et puis le bien avant. Pensez aussi du coup à l'après, au tout de suite après et comment on active, etc. Et au bien après, comment on nourrit et on perdure cette union. Donc ça c'est pour le tout de suite après, comment j'active tout ça. Et ensuite il y a le après qui est comment je nourris cette union. Comment je nourris cette union pour que elle continue de vibrer avec les puissances que l'on a invitées. Par exemple déjà moi je conseille donc est-ce que du coup la célébration que vous allez faire le jour de votre union, est-ce que c'est la seule? Ou est-ce qu'il y a des rites, rituels, célébrations qui vont se faire par la suite? Sachez que dans certaines traditions, il y a par exemple, je pense notamment à des traditions nordiques, où on va refaire des rites à chaque pleine lune pendant plusieurs cycles après l'union pour consolider, vérifier l'union ou le défaire parce qu'il sera encore le temps de le défaire. Vous voyez, en fonction des traditions, on va pas avoir la même conception de l'union et puis du coup on va avoir des rites qui sont associés. Donc essayez de voir comment moi j'ai envie, si ça me paraît important, et je pense que ça l'est, de nourrir cette union. C'est-à-dire que pour moi c'est pas juste un moment fort et puis hop basta, c'est fait, c'est réglé. C'est tout ce qui va se passer aussi par la suite et comment on va le nourrir. Est-ce que, alors là c'était un exemple qui va pas forcément parler à tout le monde avec cette tradition nordique, mais est-ce que c'est par exemple on va consacrer une bougie le jour de notre union que l'on va brûler ensemble chaque jour et on va passer un moment ensemble pour consolider et nourrir notre union jusqu'à ce que la bougie soit complètement consumée. Bon, exemple comme un autre, hein, ça peut être plein d'autres choses. Encore une fois, il n'y a pas pour moi de limite à partir du moment où soit ça répond à une tradition, soit ça fait du sens pour vous. La bougie, j'aime bien l'idée parce que c'est la flamme qui vous guide, parce que c'est la flamme qui anime et qui vous consume peut-être dans votre amour, je ne sais pas. Mais vous pouvez aller chercher bien sûr d'autres symboles et d'autres façons de faire. Ce que je vous conseille aussi à la fin ou au début de la célébration, c'est de penser aux offrandes. Ça va dépendre des traditions. Moi, dans mes traditions nordiques, on fait l'offrande au début, au départ. Mais je sais que dans beaucoup de rites et de célébrations, on va faire les offrandes à la fin. Donc, je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Je ne pense que personne n'a raison, personne n'a tort. C'est deux approches différentes. Je pense que c'est important de faire une offrande aux puissances que vous allez inviter. Soit vous le faites de manière vraiment symbolique qui peut se faire à la vue de tous, soit c'est quelque chose qui est plus intime et que vous allez du coup prévoir dans le petit temps que vous avez avant
votre union, ou si vous voulez le faire après, vous prévoir un petit temps après l'union pour pouvoir faire votre offrande. L'offrande, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? J'en ai fait toute une vidéo et un article, donc je reviens pas là-dessus, et je vous invite à aller voir. Vous avez vraiment pour moi tout ce qui est nécessaire pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce sujet de l'union, de l'offrande pardon, et de comment faire. Mais pour moi c'est indispensable de penser à une offrande, et si vous faites appel à des divinités en particulier, ben, ça peut vraiment être des offrandes qui correspondent à la divinité. Et si vous le faites pas en rapport avec une divinité, mais avec par exemple les éléments ou les saisons, bah, c'est de voir qu'est-ce qui peut symboliser ce don que vous faites en retour à ces puissances. Donc là, vous pensez aux couleurs, vous pouvez penser vraiment aux outils. Est-ce qu'il y a des bougies qui sont allumées au début pour ouvrir le rituel et qui sont éteintes à la fin? Est-ce qu'il y a une boisson qui est partagée? Est-ce qu'il y a du liquide pour faire une libation? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre union et dans votre célébration? Ça va être pour moi aussi important, parce que c'est ce qui va faire aussi tout ce qui va donner du sens concrètement dans la matière à votre rituel. C'est comment il va vibrer, comment il va vivre. En dehors de ce que vous allez pouvoir dire, c'est aussi des gestes que vous allez faire et des outils que vous allez utiliser, et toujours de savoir pourquoi et comment. C'est pas juste allumer une bougie parce que ça fait une jolie petite lueur, c'est parce que ça a un sens particulier d'allumer le feu, d'allumer la flamme dans cette union et dans cette célébration. Est-ce que si je vais verser du liquide sur les mains unies des personnes, c'est juste parce que je l'ai vu que ça a l'air joli, ou c'est parce qu'il y a tout un rite qui est associé dans ma tradition à ce qu'on appelle du coup la libation. Voilà, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Mais développez-le vraiment, parce que je pense que ça peut vraiment apporter de la profondeur à votre rituel, que juste de représenter des éléments par exemple et de dire 3-4 incantations. C'est ça aussi qui va donner de la profondeur à votre rituel et votre rite. Je pensais que ce serait une petite vidéo sympa, tranquille, pépère. Finalement je suis allée loin et je voudrais encore aller plus loin, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être que j'y reviendrai sur ce sujet, et peut-être aussi que vous avez des questions, et du coup si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sachez aussi que je vous en reparlerai quand je proposerai, mais dans un cadre vraiment très précis et très particulier, mais quand je proposerai aussi de célébrer et d'animer des unions païennes. Et puis pensez surtout à un truc, c'est que tout ça, ça doit être fait dans le plaisir, la joie, la bonne humeur et l'amour avant tout, parce que c'est quand même le but de tout ça. Voilà. Donc si vous avez prévu de faire une union prochainement, païenne ou pas, je vous envoie tous mes vœux de bonheur. Et puis pour tout le monde, je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.